Est-ce que vous connaissez l'aéromodélisme, ce sport qui rassemble des milliers de passionnés? Eh ben moi non plus. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir ça ensemble avec Laurent Henry, le président de la fédération. Alors l'aéromodélisme, ça consiste à faire voler ce qu'on appelle des aéronefs télépilotés sans personne à bord, donc qui sont des modèles réduits d'avions, d'hélicoptères, de planeurs ou autres objets qui sont pilotés à distance. Et il y a combien de disciplines? Alors il y a 3 disciplines principales. Il y a le vol radiocommandé, où on commande le modèle via une télécommande. Le vol circulaire, où là c'est des câbles qui permettent de faire varier l'assiette de l'avion et donc de tourner autour du pilote. Et le vol libre, on lance les avions et on doit faire en sorte que les avions, les planeurs, on vole le plus longtemps possible. Vous l'aurez compris, l'aéromodélisme, c'est garder les pieds sur terre avec la tête dans les nuages. Mais certains voient encore plus loin et s'inspirent même de la conquête de l'espace. Aujourd'hui, je suis en Belgique, à 2 pas de la frontière avec la France, pour découvrir l'une des disciplines les plus originales de l'aéromodélisme, les modèles spatiaux. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Comment ça va? Ça va, je t'invite à venir découvrir notre atelier. Allez, c'est parti. Superbe. Comme tu le constates, il y en a un petit peu partout. Alors du coup, on appelle ça des modèles spatiaux. Oui, tout à fait. Ce sont des modèles spatiaux parce qu'en fait, ce sont des fusées qui volent. Donc on n'appelle pas ça des maquettes. Non, les maquettes ne sont pas volantes. Ok, C'est statique. on voit la différence. Explique-nous un peu ce qui se passe dans cet atelier, quelles sont les différentes étapes de conception. Alors, quand on veut réaliser une fusée, quelle qu'elle soit, d'abord, on commence par réfléchir au plan. Une fois qu'on a fait notre plan, on va, sur notre ordinateur, le simuler. C'est-à-dire qu'on va voir si la fusée va voler réellement. Sinon, on va modifier certains paramètres, notamment au niveau de la forme des ailerons ou alors de l'épaisseur, par exemple de l'ogive. Ce qui est important chez nous, c'est la masse. Plus un modèle est léger, plus il va voler haut, ce qui est déjà important pour nous, et ce sera plus facile aussi pour le faire voler. Ok, donc j'imagine que vous utilisez un logiciel pour faire ça? Oui, tout à fait, un logiciel. Avec ce logiciel, ça nous permet de modéliser en fait les modèles spatiaux avant de les faire voler. Ce qui est une chose primordiale pour la discipline, pour la sécurité. Donc d'abord il y a la théorie et après il y a la pratique. Tout à fait. Et la pratique représente, on va dire, 10% du temps. On passe 90% du temps en atelier. Le spatiomodélisme, c'est donc énormément d'ateliers et de travail manuel. Une grande attention est portée aux détails et chaque modèle, qu'il soit issu de l'imagination de son concepteur ou inspiré de fusées existantes, rivalise d'originalité et de minutie. Je vois qu'il y a beaucoup de modèles spatiaux ou fusées dans cet atelier. Oui. Quelles sont les pièces dont vous êtes les plus fiers? Alors, il y en a 3 particulièrement. Il y en a une, en fait, qui a demandé énormément de temps de travail, plusieurs mois. C'est surtout au niveau de la réalisation ici des ailerons et des pieds, puisque la fusée atterrit sur ses pieds. Et alors c'est quoi comme matière ça? Alors, matière, c'est Incroyable. du carton pour le corps. Vous avez aussi, ici on avait une matière en fait d'isolant en polystyrène. Et là en haut, c'est en fait du balsa très très fin. Ensuite, il y a un modèle qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'avez tous vu, c'est la Tour Eiffel. Je pense qu'on a reconnu. Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est un Pulse 3D que l'on a en fait adapté pour en faire une fusée. Donc un modèle spatial. Celui-là, je crois que c'est mon préféré aussi. Ah oui. Ouais. Ouais, donc là, comme tu vois, c'est un Pulse en 3D en mousse. Il a été renforcé par des pièces en bois. Et à l'intérieur, on l'a transformé. On a mis donc le corps de la fusée qui nous permet de la transformer en fusée puisqu'il y aura ici un système de récupération, un parachute qui se libérera au moment du vol. Et à chaque fois, ce que je remarque, c'est que les pièces sont très légères. Oui, c'est très très léger. En fait, nous, ce qui nous importe, c'est comme on a des moteurs bien spécifiques, qui soulève une certaine masse. Donc, on adapte en fait le modèle à la puissance du moteur. Donc, il y a un dernier modèle aussi qui est vraiment pour moi très important parce qu'il demande en fait énormément de technicité. C'est au niveau de la réalisation des ailerons que l'on voit ici. Contrairement aux autres qui sont en 2 dimensions, ceux-ci sont en 3 dimensions. Ah, celui-là, il est vraiment très léger, c'est une sorte de roquette en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est presque une arme de guerre en fait. Tout à fait, voilà. Mais bon, le but, c'est aussi d'avoir certaines techniques de construction. Et là, les techniques demandent énormément de patience et de minutie aussi. On va peut-être aller faire un petit test maintenant. Ben oui, je vous invite à venir donc voir tout ça sur notre terrain. Allez, c'est parti.
3, 2, 1, top. Les disciplines au sein de l'aéromodélisme sont aussi nombreuses qu'originales. L'approche est à chaque fois différente, de la conception du modèle jusqu'à son lancement, certains planeurs nécessitant même un lancer treuillé ou à l'élastique. Mais initialement, la micromotorisation et la radiocommande n'existaient pas. Tout a commencé avec le vol libre à la fin des années 30. Cette pratique consiste à effectuer des vols de durée, sans aucune assistance extérieure de pilotage pendant le vol, en exploitant au mieux les courants ascendants, les vents dynamiques et les performances du planeur. Il peut se pratiquer en extérieur ou en intérieur, à condition d'utiliser des micromodèles très sophistiqués et minutieux. Ces derniers ne pèsent que quelques grammes, ne sont propulsés que par la force d'un caoutchouc, et en compétition la médaille revient à celui qui effectuera le vol le plus long. Le pilote n'a donc aucun moyen direct d'influer sur son vol, et il est soumis aux éléments extérieurs, contrairement aux autres disciplines qui impliquent des modèles motorisés. Ceci n'est qu'un bref aperçu des nombreuses façons de pratiquer l'aéromodélisme, car il y en a vraiment pour tous les goûts. Et d'ailleurs, combien de licenciés compte la fédération? Alors on a actuellement 25 000 licenciés répartis dans à peu près 850 clubs en France. Et ces 25 000 licenciés, est-ce qu'ils font tous de la compétition? Non, on a à peu près 2000 personnes qui font de la compétition dans l'ensemble des disciplines. Et d'ailleurs, la France, c'est une bonne nation en aéromodélisme? On fait partie des bonnes nations, des nations qui marchent plutôt pas mal au niveau international. Il y a une vingtaine de championnats du monde ou d'Europe tous les ans et les Français tirent bien leur épingle du jeu. Et a priori, c'est plutôt parti pour durer, puisque certaines équipes ont dans leur rang de jeunes aéromodélistes très prometteurs comme Adrien. Aujourd'hui, je suis dans le nord de la France et je vous emmène avec moi pour découvrir la discipline planeur motorisé. Salut Adrien! Salut! Comment tu vas? Bien et toi? Bah ça va. Bon alors qu'est-ce que tu fais ici? Je viens m'entraîner pour ma catégorie, donc le planeur électrique de durée. D'accord. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est de façon très simple pour des personnes qui n'y connaissent rien comme moi? C'est un planeur qui est mis en altitude par un moteur électrique. Le but, c'est de voler au plus près des 10 minutes, de faire une cible. Et on a un altimètre dans le planeur qui permet de voir à quelle hauteur on a coupé le moteur. Plus on coupe bas, plus on a de points bonus. Plus on coupe haut, moins on a de points bonus. Et ça peut même aller jusqu'à des pénalités quand on monte à plus de 200 mètres. Donc le but, c'est de couper le moteur le plus bas possible. C'est ça. Les aéronefs motorisés rassemblent une grande variété de modèles. Des jets, des hélicoptères ou même des hydravions. Et ces aéronefs ont parfois une taille si différente qu'on pourrait les confondre avec un avion authentique. D'ailleurs, certains pratiquants spécialisés dans les grands modèles se rassemblent régulièrement pour partager leur passion commune. Parmi ceux qui font du planeur, il y a un noyau d'irréductibles, on va dire. On est devenus quasiment amis, ça va au-delà des relations de club. Et ça se retrouve ici dans l'organisation, quoi. Ça ne peut pas se faire si c'est une simple relation de club où on se voit comme ça occasionnellement. Nous, on est amateurs de planeurs, donc on reproduit des planeurs en maquette, des planeurs qui ont existé, comme celui-là ou comme d'autres. Alors il y a des anciens et des modernes. Il y en a qui préfèrent faire des planeurs anciens, d'autres des planeurs modernes, et certains qui font les deux, parce qu'on aime les deux. On aime le planeur avant tout, donc on fait les deux. Ces événements sont aussi l'occasion de bien se rendre compte des connaissances mécaniques nécessaires à la construction d'un modèle. On va fixer les ailes avec 2 clés d'aile. Il y a le stabilisateur qui va se monter là, fixé par cette vis. Vu de l'extérieur, on a souvent des questions, mais les gens qui ne sont pas dans le milieu, ils se demandent comment on arrive à fabriquer ça, quoi. Moi, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et ça fait presque 50 ans que je fais du modélisme. Donc, au bout de 50 ans, on connaît quelques trucs, quoi. Mais c'est comme tout, ça s'apprend, hein. Le pilotage, ça s'apprend, la construction, ça s'apprend. La bonne solution, c'est de s'inscrire dans un club et d'être pris en charge. L'aboutissement pour eux, c'est de voir toutes ces heures de travail s'envoler. Si la plupart des licenciés pratiquent pour le plaisir, certains, comme Adrien, le font avant tout pour la compétition.
Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble une journée de compétition de planeur? C'est relativement simple comme organisation et surtout bon enfant. On arrive à peu près tous vers 8h30, 9h au terrain. Et puis ensuite un petit briefing pour expliquer le terrain, les règles et tout ça. Et puis ensuite début des vols. Donc on part par groupe de 10, voire 15, voire 20 dans les très gros concours. Et puis ensuite on enchaîne les manches au fil de la journée, voire du week-end. Finalement, si je résume, vous vous levez quand même assez tôt, vous finissez quand même assez tard, mais tout ça dans la bonne ambiance. C'est que du bonheur. Précision et minutie sont les maîtres mots de l'aéromodélisme. Et en compétition comme en loisir, pas le droit à l'erreur. Chaque planeur a ses spécificités et ses limites, et Adrien connaît le sien par cœur. Là j'ai le fuselage dans mes mains, avec l'empennage arrière, sur lequel je vais enlever les housses. Donc l'empennage arrière, c'est l'aile arrière. C'est ça. Alors les housses, du coup, à quoi elles servent? Est-ce que c'est juste pour protéger des chocs? C'est principalement pour protéger des coups, mais aussi du soleil, parce que l'été, quand il fait très chaud, ça peut monter à des températures de 70-80 degrés, et là c'est fatal pour l'électronique. Donc c'est pour ça qu'on couvre les planeurs, même quand il y a du soleil. Les ailes, c'est comme l'empennage arrière, ça c'est les volets pour freiner. Les ailerons, pour tourner. Et ici, on a un emplacement pour mettre du ballast, c'est-à-dire que quand il y a du vent, on met du poids pour ne pas reculer. L'élément du planeur le plus important, la clé d'aile, ça permet de rejoindre les ailes au fuselage. Voilà, le planeur est monté. Donc voilà, on va sortir la radio. Puis la batterie pour le planeur. On va allumer le planeur. Récepteur lié. C'est bon, tout marche? Tout marche. Regardez un peu le ciel quand même, pour voir l'aérologie, voir si je sens une ascendance quelque part. 1, 2, 3. Et alors comment tu vois justement s'il y a des ascendances et tout ça? C'est visible à l'œil nu ou? On peut les détecter avec ce fanion, les coups d'air chaud, les coups d'air froid. Et puis aux manches, on a des sensations qui permettent de voir ce qui se passe. Donc voilà, le planeur, c'est aussi un travail de patience. Je trouve ça un peu apaisant de regarder ce planeur voilà, voguer au gré du vent. C'est extrêmement calme. 8 minutes. Et c'est ça qui est très sympa. Et tu vas nous montrer un petit atterrissage quand même? Bon, on peut faire ça, ouais. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme cible? Bah, ma casquette, je vais essayer de faire un trou dedans. Ah là! Normal. Ça c'est ambitieux. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir la casquette? C'est la grande question que toute la France se pose. Oh là! Donc voilà, des fois on pousse un peu pour pas louper la cible. Donc ça peut paraître un peu violent, hein, mais au moins ça permet de faire les points. Je suis à moins d'1 mètre, donc j'ai le maximum de points, 50 points. Et est-ce que je peux essayer un petit lancer moi? C'est un peu compliqué à tenir, faut le tenir comme ça. Ouais. Gardez bien les ailes à plat. L'idéal, c'est comme ça. Ok. Alors moi je faisais du handball, donc j'avais plutôt l'habitude de lancer des ballons avec mes mains. On va voir si j'y arrive. Les ailes à plat, le fuselage à plat. Ouais. Plus à plat. On relève l'arrière, voilà. Comme ça? Allez, vas-y, c'est parti. 3 Allez. minutes. Bah c'est pas si mal. C'est même bien. Pas mal! Comme quoi, c'est pas compliqué. Bon bah super, merci beaucoup Adrien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'ai l'impression que je suis pas très talentueux, mais je vais persister. Ah non, je vais non, refaire des essais. Moi, je veux pas entendre ça. Il suffit de progresser, s'inscrire dans un club avec des membres qui vont t'aider, qui vont t'apprendre plein de choses. Et tu vas voir, tu vas progresser super vite et après tu seras accro. T'inquiète pas, je vais persister, je vais pas lâcher. Mais pour l'instant, je vais essayer d'apprendre du maître en t'observant un peu. Merci Adrien, ciao, Allez, bon entraînement. Salut. Adrien s'entraîne toute l'année pour les compétitions, et lors de ces dernières, toutes les disciplines de l'aéromodélisme se côtoient. L'occasion de découvrir les nombreuses façons de pratiquer ce sport, des plus récentes aux plus historiques. Est-ce qu'il y a une discipline reine, un peu comme le 100 mètres en athlétisme? Il y a une discipline reine qui historiquement est la voltige avion. Ça s'apparente à l'aviation grandeur. Donc c'est vrai que la voltige avion elle a toujours été montrée comme une des disciplines reines de l'aéromodélisme. Au-delà de son ancienneté, le côté impressionnant de la voltige avion a sûrement aidé à forger sa réputation. Cette catégorie consiste à réaliser des figures de voltige et des notes sont attribuées en fonction de la performance. Elle se découpe en 3 catégories. La voltige F3A, dont le principe est de reproduire les mêmes figures que les avions réels. La voltige grand modèle, qui implique une plus grande complexité de pratique et de manœuvre. Et la voltige intérieure, qui contrairement au vol libre, autorise de petits moteurs électriques sur les modèles. Ces derniers restent très légers, à peine quelques centaines de grammes, sont faits de matériaux synthétiques, mais grâce au talent des pilotes, leurs figures n'en sont pas moins impressionnantes.
Et d'ailleurs, en parlant de talent, la Fédération française compte dans ses rangs un grand champion. Est-ce qu'il y a un zizou justement de l'aéromodélisme? On a Christophe Paysan-Leroux qui est un pratiquant, je dirais, historique et qui fait de la voltige justement et qui engrange plus d'une vingtaine de titres de champion de France, une dizaine de titres de champion du monde, donc c'est notre zizou effectivement. Ouais, c'est le zizou de l'aéromodélisme. Exactement. Vu qu'il y a des gens qui sont voilà, très talentueux dans l'aéromodélisme, est-ce que ces gens talentueux peuvent en vivre complètement ou alors ils ont tous un métier à côté? Aujourd'hui, il y a très peu d'aéromodélistes qui vivent de ça. Nous n'avons pas encore d'aéromodélistes professionnels. Éventuellement des semi-professionnels peut-être? Même pas? Ouais, à la marge, on voit émerger quelques personnes sur le drone racing avec l'avènement des drones et les courses de drones, mais c'est vraiment à la marge. Les drones, justement, ou multirotors, forment l'une des catégories d'aéromodèles les plus récentes au sein du modélisme. Et pourtant, ces derniers connaissent un développement fulgurant. On va en parler tout de suite avec un très jeune pilote. Dans le milieu, on appelle ça donc le FPV Racing. Donc ça consiste à piloter des drones grâce à une caméra qui va filmer et retransmettre une vidéo en direct dans une paire de lunettes spéciales. On va voir du coup ce qui se passe et pouvoir guider le drone grâce à cette image, à l'aide de cette télécommande en fait. C'est tout simple. On va pouvoir faire un circuit, par exemple, qu'il y a derrière moi. C'est comme ça en fait qu'on arrive à piloter. Et alors pourquoi FPV? Qu'est-ce que ça veut dire FPV? En fait, FPV c'est un mot anglais, ça veut dire First Person Views, donc vue à la première personne. Comme si en fait on était à la première personne dans le drone. Alors tous les drones qui sont ici, ils sont à toi? Bah oui, en fait, il y a quelques modèles un petit peu différents, mais sinon ils sont tous à moi et volent tous ils sont tous en très bon état. Et alors pourquoi il y en a autant? C'est parce qu'il y a beaucoup de casse Bah, ça peut arriver des fois qu'en course on arrive par exemple à toucher un obstacle, qu'on casse la machine, en fait, qu'on casse deux morceaux. Du coup, si on n'a pas le temps de changer en fait entre deux vols de qualification, ben on va prendre une autre machine. Donc ça peut aussi servir si il y a une machine qui n'est pas fiable, on peut prendre une autre. Et après, il y a certaines machines qui vont être dédiées pour l'entraînement et d'autres pour la course. On l'aura compris, les courses de drones semblent attirer de plus en plus de jeunes pratiquants. L'aéromodélisme aurait-il profité de l'essor du drone grand public? Profiter dans un premier temps, je dirais non, parce que malheureusement l'avènement du drone s'est accompagné d'un certain nombre de contraintes législatives qui nous sont tombées dessus, puisque les drones aujourd'hui sont des aéromodèles. Donc on a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2016 et qui est en train de s'appliquer y compris aux aéromodèles et qui nous met plus de contraintes. Donc de ce côté-là, non. Mais par contre, effectivement, ça nous a amené une nouvelle discipline, qui est la course de drone, qu'on voit dans les médias, et qui, elle, fait qu'on a un certain nombre de personnes, effectivement, qui nous ont rejoints pour participer à diverses compétitions sur le sujet. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans ce sport? Est-ce que c'est vraiment la pratique du sport? Ou est-ce que c'est aussi le côté camaraderie qu'on a pu observer? En fait, il y a un petit peu tout. Là-bas, je faisais de l'aéromodélisme, donc de l'avion et de l'hélicoptère. Et puis, j'ai voulu me lancer là-dedans parce que j'avais des copains qui en faisaient. Je trouvais ça vraiment génial. Et tout le monde avait l'air de s'éclater en fait avec. Du coup, je me suis dit, bah, je vais acheter un drone, je vais piloter, je vais voir ce que ça me procure comme émotion. Donc j'en ai eu un il y a à peu près 2 ans. J'ai piloté et j'ai kiffé, quoi. Donc j'ai continué sur ce rythme. Après, j'ai rencontré des gens qui avaient des drones qui allaient extrêmement vite. Donc du coup, j'ai eu des drones encore plus performants. En fait, tout m'a entraîné vers le haut. Après, j'ai voulu me lancer dans mes premières compètes et puis j'ai de suite réussi à en gagner. Et donc c'est la compétition aussi qui est... La compétition, ouais, voilà, la compétition a un moteur principal. C'est vrai que je prends énormément de plaisir à piloter, à faire des compétitions. La dynamique qu'on a en fait sur les courses, c'est pas la même parce que les gens sont pas là forcément de la même génération. En avion et hélico, c'était des personnes plus âgées et là on a vraiment des personnes qui sont très peu âgées. Donc il y a vraiment une rythmique, un feeling qu'on a tous entre nous. C'est super. La compétition n'empêche pas la camaraderie et Kylian, notre jeune prodige, l'a bien en tête. Et d'ailleurs, la course attire même des camarades d'autres disciplines. Bon, on a beaucoup de chance parce que c'était pas prévu, mais on a un membre de l'équipe de France de vol circulaire qui est venu là pour regarder les courses de drones. Donc on va pouvoir lui poser quelques questions sur sa discipline. Salut Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va bien. Bon bah c'est super de te croiser là pour regarder une course de FPV. Mais là on va parler de ta discipline, le vol circulaire. Est-ce que tu peux nous la présenter pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Alors, le vol circulaire, ça consiste à faire évoluer un avion dans une demi-sphère. Donc l'avion est relié à la poignée que tient le pilote par 2 câbles en acier. Donc on évolue en tournant sur nous-mêmes. Et le vol circulaire, du coup, se décline en plusieurs catégories. Donc l'acrobatie. Donc le pilote doit faire effectuer à son modèle une série de figures dans un temps imparti noté par un jury. La vitesse, le but est d'effectuer 1 km le plus rapidement possible départ lancé. Le combat,
qui consiste à couper la banderole de son adversaire avec son hélice. Donc les modèles de combat, c'est des ailes volantes qui sont très simplifiées, très légères et qui volent très rapidement. Et la catégorie Team Racing, donc c'est un peu la Formule 1 du vol circulaire. C'est 3 équipes qui s'affrontent dans le cercle en même temps et l'équipe est composée d'un pilote et d'un mécano qui assure les ravitaillements. Qu'est-ce qui vous pousse à tourner en rond, à prendre du plaisir comme ça, à tourner en rond? Alors, l'avantage du vol circulaire, c'est qu'on est relié physiquement au modèle par les câbles. Tout ce que l'avion ressent, nous on le ressent aussi. Les turbulences, les vibrations, même les impacts de moustiques sur les ailes. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Et alors, est-ce qu'on est bon en France en vol circulaire? En France, on n'est pas mauvais en vol circulaire. Et au dernier championnat du monde, donc en voltige, on a fini 3e par équipe et on a fini 3e également par équipe en team racing. Ah, c'est beau, c'est beau. Plutôt pas mal. Et alors, à quoi ressemble une journée type pour toi quand tu vas en compétition? Alors, une journée type, se lever assez tôt le matin, 6h30, 7h, prendre le petit-déj avec les copains, ça c'est très important. Une petite séance d'entraînement et puis après on attaque la compétition. Cool. Et ça finit à quelle heure? Alors les concours nationaux, on essaye de finir relativement tôt pour que les gens puissent rentrer chez eux aux alentours de 17-18h. Un championnat d'Europe ou un championnat du monde va durer sur 10 jours. Et là, on se couche relativement tard le soir. Okay. Le vol circulaire se développe depuis le milieu des années 40. Mais si son approche paraît minimaliste, la discipline demande de la maîtrise. Comme la catégorie F2B par exemple, qui demande de réaliser des acrobaties. Ou encore la F2A qui lance des avions à plus de 300 km/h autour de la piste. Et en plus d'une concentration maximale, le vol circulaire demande une bonne condition physique. Nerveusement c'est épuisant, puis physiquement aussi. Ouais, physiquement du coup c'est presque la catégorie la plus physique parce que j'imagine qu'il faut... Alors oui, c'est plus physique que le vol radiocommandé pour le coup, puisqu'on tient physiquement notre modèle. Un avion de voltige exerce une traction à peu près de 20 kg sur le bras. Ah oui, pendant le vol, qui augmente avec le vent. Quelque chose me dit que vous trouvez encore la force de faire une 3e mi-temps. Ouais, quand la 3e mi-temps commence, on est toujours partant. Ça redonne du peps. Qui, selon toi, serait le Mbappé ou le Zizou du vol circulaire? Alors, pour le vol circulaire, suivant les catégories, je dirais que pour la voltige, avec donc Alexandre Gauthier qui est actuellement le leader de l'équipe de France, on joue un peu au chat à la souris, un coup c'est lui devant, un coup c'est moi. On va dire que c'est lui le zizou de l'acrobatie en vol circulaire. Pour le team racing, il y a l'équipe Surhugues Pascal et Surhugues Georges, donc c'est 2 frères qui ont été formés par Roland, leur père, donc une histoire de famille. Et ils ont un nombre de titres européens et mondiaux qu'on ne peut plus compter, ils sont vraiment très très bons. Eux, il y a la petite complicité qui fait que tout est fluide et tout se passe bien. D'accord, donc c'est quand même un vrai avantage en fait d'être... frères ou alors très proches pour cette catégorie-là. Faut que le mécano et le pilote s'entendent vraiment bien. Ces 2 frères, nous les avons croisés au détour d'une compétition team racing de vol circulaire. Ils nous donnent leur impression après leur course effrénée. Ça s'est bien passé pour nous, donc on a gagné, on est assez contents, même très contents. Après on a eu des petits soucis techniques pendant la course, mais enfin c'est un matériel qu'on découvre, donc ça ne demande qu'à s'améliorer. Ouais. On arrive au bout d'un cycle et on essaye, là c'est le moment idéal, une vraie compétition pour tester le matériel. Et en fait ça va très vite, plus vite que ce qu'on avait d'habitude. Le réglage se fait bien aussi, par contre sur le ravitaillement on perd du temps, alors que d'habitude c'est notre force, on est rapide sur le ravitaillement et là les démarrages sont plus lents. Cela ne les a pas empêchés de gagner. Et d'ailleurs, où se situe la fédération française au niveau compétitif? La fédération française se porte pas trop mal, que ce soit en vol circulaire, en vol libre ou en vol radiocommandé. Les équipes de France ramènent beaucoup de médailles, donc c'est pas mal et tout va bien. Merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment un heureux hasard de te croiser ici. On va te laisser découvrir le FPV et puis on te souhaite plein de réussite en vol circulaire. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir. Comme Nicolas, Adrien ou Kylian, tous les passionnés vous le diront, la compétition est une dimension très importante de l'aéromodélisme. En France ou autour du monde, les compétitions permettent de faire se confronter les pilotes les plus habiles, tout en attirant un public de curieux ou passionnés toujours plus nombreux. Les pratiquants au sein des clubs se sont toujours chargés de transmettre cette ferveur et ce savoir-faire autour de l'aéromodélisme. Mais les évolutions technologiques voient naître de nouvelles disciplines qui mettent ce sport sous le feu des projecteurs. De cette exposition naissent de nouveaux enjeux et surtout une concurrence accrue de la part des fédérations adverses. C'est pourquoi la formation de jeunes pilotes est essentielle pour continuer à voir la France briller sur la scène internationale. Si on laisse les jeunes apprendre juste à atterrir et à décoller et à voler, au bout d'un moment ils se lassent. Donc il faut quand même leur donner un but avec leur avion et donc on pense que leur apprendre à voltiger, ça leur permet d'avoir et de la maîtrise, leur permettre de découvrir la voltige, ça peut faire naître des vocations.
ça peut leur donner un but important dans la vie et je pense que c'est comme ça qu'il y a des jeunes qui débutent comme ça et qui continuent et qui arrivent à des niveaux comme on en voit maintenant au niveau des championnats de France, championnats du monde, etc. L'aéromodélisme concilie travail manuel et pilotage. Les disciplines permettent de parfaire ses compétences théoriques et pratiques, tout en côtoyant des passionnés qui trouvent dans cette activité sportive des dimensions physiques, culturelles et intellectuelles. Notre problème, mais je pense c'est un peu comme toutes les fédérations, c'est de réussir à recruter du monde, de recruter des jeunes. L'aéromodélisme est la porte d'entrée vers les carrières aéronautiques. On a plein de gens qui commencent l'aéromodélisme sur nos terrains et qui embrassent ensuite des carrières aéronautiques, que ce soit comme pilote ou comme dans des ateliers. Donc c'est une porte d'entrée vers l'aéronautique. Donc c'est une des directions qu'on est en train de prendre, de faire venir les jeunes et de les conserver pour les emmener plus tard vers des carrières aéronautiques.